Il est précisément 13h05. Vous êtes à Choix Radio X dans Dupont-le-Midi. Bien, Jérôme, tu as toujours un œil sur l'actualité et voilà, c'est fait. Selon RDI, là, je viens de voir ça du coin de l'œil, selon RDI, l'imam Saïd Jaziri aurait été expulsé du Canada au cours des dernières heures. Il n'y a pas d'autres sources. La LCN, là, on n'en parle pas encore, là, mais selon RDI, ce serait fait. Donc, les gens de l'immigration qui ont acheté un beau billet d'avion, aller seulement vers la Tunisie. Dans le Média Matin, le journal des lockoutés du Journal de Québec, il y a un journaliste qui s'est prononcé sur ce dossier-là, le dossier de Jaziri qui, semble-t-il, au cours des dernières minutes, a quitté le Québec, pour retourner dans son pays, qui est la Tunisie. Il y a un journaliste, donc, au Média Matin Québec qui s'est prononcé en défaveur, en tout cas contre l'expulsion de l'imam, et il s'appelle Taeb Moella. Monsieur Moella, bonjour. Bonjour. Vous êtes pas d'accord avec ça? Sous quel angle parce que, bon, on a beaucoup d'immigration au Canada, on est un des pays les plus accueillants dans le monde. Il y a quelques exceptions, donc des gens qui ne se conforment pas aux lois, qui doivent être retournés dans leur pays, et à chaque fois, on dirait qu'il y a des gens qui sont là pour les défendre, et on aimerait bien comprendre pourquoi. Premièrement, vous l'avez lu dans l'article ce matin, si je me prononce contre la décision d'expulser Jaziri, ce n'est nullement par sympathie pour ses opinions. D'ailleurs, l'essentiel du texte est consacré à rappeler et même à révéler quelques-unes des positions dangereuses de M. Jaziri. Par contre, et par ailleurs, dans la deuxième partie de l'article, je parle des risques de torture qui sont documentés en Tunisie. Et sous cet angle-là, je dis que c'est un devoir moral de ne pas expulser M. Jaziri parce que vraisemblablement, pour toutes sortes de raisons, cette personne, l'intégrité physique de cette personne est menacée dans son pays d'origine. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne devrait pas l'expulser vers un autre pays? Est-ce qu'il n'est pas tout à fait normal que dans notre pays, M. Moella, qu'on puisse dire, c'est un infime pourcentage, mais toi, on ne te garde pas? C'est tout à fait possible, oui, mais lorsque on sait qu'il y a un risque de torture, j'estime que notre devoir en tant que société, c'est de dire que cette personne ne doit pas être envoyée chez elle. C'est aussi simple que ça. Ce qui est, comme je l'ai rappelé, ça ne veut pas du tout dire cautionner les opinions de oui, M. Jaziri. Monsieur Moella, ça, je le comprends, je vous le dis. Je comprends très bien votre point. Vous ne l'appuyez sur aucun. C'est pas un de vos amis que vous voulez cacher. Ça, je le comprends. D'accord. Bon. On a fait des vérifications, nous aussi. Vous me dites que la torture est documentée en Tunisie. Tout à fait. Avec tabarouette, on est en 2007. C'est une des destinations qui est très vendue, la Tunisie. Absolument. Où il y a de la torture? C'est plus aujourd'hui, non? Dans les prisons tunisiennes. Dans les prisons tunisiennes, la torture continue d'exister. Il suffit de lire n'importe quel rapport d'organisation de défense des libertés. Il suffit de discuter avec des avocats de la défense en Tunisie pour savoir que la torture existe encore. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, que ce soit un pays sublime qui ait 5 à 6 millions de touristes qui y vont chaque année et qui passent des vacances merveilleuses. C'est drôle, j'ai rencontré un avocat tunisien qui était membre de l'ONU en Afghanistan, puis il m'a dit que son pays était une belle preuve d'ouverture, de modernisme, que la liberté, il faut s'entendre que c'est très musulman, puis c'est la Tunisie, ça peut pas être comparé nécessairement avec d'autres pays qu'on connaît, mais que face à eux-mêmes, ils ont connu des changements très bénéfiques pour le pays, que ce n'était plus ce que c'était. Je vais vous donner un chiffre, c'est assez simple. Depuis 50 ans, on a eu 2 présidents, puis ils se font tout le temps élire à 99%. J'ai pas besoin d'analyser longtemps là, mais il y a une citation connue d'un avocat tunisien qui a déjà dit que même si le bon Dieu revenait sur terre, il pourrait pas récolter 99%. Il y aura toujours 20 à 25% de tannants qui vont dire non, ça marche pas, c'est pas vrai. Donc juste ce chiffre-là. Donc votre avocat qui était en Afghanistan, il peut bien parler de modernisme. Il peut effectivement vous citer plein de choses comme le statut de la femme en Tunisie qui est effectivement très bon comparativement au statut des femmes dans le reste des pays musulmans. Il n'en demeure pas moins que c'est une douce dictature, disons. OK. Est-ce que qu'est-ce qui vous fait dire que M. Jaziri sera emprisonné à son arrivée là-bas? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a pu vérifier ça, cet aspect-là? Non, je dis sera vraisemblablement. Je ne dis pas qu'il sera torturé, n'étant moi-même, ça on peut pas présumer de l'avenir, mais il y a des indices
qui peuvent jouer en défaveur de M. Jaziri. C'est un islamiste convaincu et affiché, alors que le pouvoir tunisien a toujours combattu l'islamisme, y compris dans ses formes les plus modérées. C'est une grande gueule, comme je dis dans l'article, puis on n'aime pas du tout les grandes gueules ou les gens qui parlent. Et par ailleurs, il a commis un crime de lèse-majesté. Là, il a dit que la torture existait en Tunisie, ce qui évidemment déplaît énormément pour le pouvoir. Et quand je cite M. Mokhtar Trifi, qui est président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui elle-même a de nombreux problèmes, cette organisation, et M. Trifi qui est avocat, je lui demande, est-ce que vous pensez qu'il sera torturé? Il me dit, c'est fort probable. Donc, quand ces personnes-là qui connaissent la situation, qui sont sur place, me disent que M. Jaziri sera fort probablement torturé, voire arrêté, j'estime que c'est un devoir moral de dire que ça ne se fait pas. Évidemment, la médiatisation de l'affaire Jaziri peut lui permettre de ne pas se faire arrêter demain matin en arrivant en Tunisie, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il commettrait une belle erreur, les autorités tunisiennes, elles commettraient une belle erreur en l'arrêtant tout de suite parce que tout le monde est en train de regarder. Mais dans les prochaines semaines, il faudra suivre de près ce dossier-là. Quel est le mandat du Canada là-dedans, justement? Est-ce qu'ils poussent en bas de l'avion puis ils repartent comme des voleurs? Je ne sais pas. Okay. Je sais qu'il est expulsé, donc comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un billet d'aller sans retour a priori. Est-ce qu'il y a un suivi que le Canada fait? Est-ce qu'ils ont des garanties diplomatiques? Ça, je ne sais que le Canada fait. Est-ce qu'ils ont des garanties diplomatiques? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux pour ça. Est-ce que vous, comme personne dont le dossier intéresse, est-ce que ça vous allume en disant, hey, je vais essayer de voir la suite des choses, qu'est-ce qui va arriver de lui? Est-ce qu'il nous a menti? Est-ce qu'il a exagéré? Parce que c'est médiatisé ici au Québec, mais je suis pas sûr qu'en Tunisie, c'est la une de tous les journaux qu'on va leur renvoyer un des leurs. Là. Ah non, je vous rassure, la Tunisie, la une des journaux est consacrée à des litanies à la gloire du leader bien-aimé. Là, on risque pas du tout de parler de quelqu'un qui risque la torture. Là, on a un des paysages médiatiques les plus arriérés. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, c'est sûr que, dépendamment des affectations, faire un suivi sur ce dossier peut s'avérer nécessaire et peut peut-être permettre à cette personne de se sauver là-bas. Quand on arrête un Américain puis qu'on le renvoie dans son pays qui pourrait y être condamné à mort, est-ce que vous auriez eu la même réaction? Je comprends pas quand on arrête un Américain... Par exemple, un Américain est recherché là, pour des crimes graves, il y en a, là, puis souvent on va pouvoir les arrêter, les expatrier, les renvoyer dans leur pays où ils seront condamnés à mort parce que la peine de mort aux États-Unis existe. Je suis par définition opposé à la peine de mort. Donc, c'est sûr que vous me parlez de cas hypothétiques que je ne connais pas, mais a priori, je peux vous dire que il faudra essayer, y compris comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes, surtout d'ailleurs pour les personnes avec lesquelles on partage pas du tout l'opinion, mais c'est là où ça devient encore plus intéressant de voir, de dire, on partage pas l'opinion, mais concrètement, moralement, cette personne, qu'est-ce qu'elle risque? Et quand on pense qu'il y a des indices qui laissent entendre que la personne peut être torturée, peut être envoyée à la mort, je crois que c'est de notre devoir en tant que société de dire non, on n'accepte pas ça. On l'a fait d'ailleurs, ça a fait moins parler parce que ce n'était pas un cas individuel. Pendant des années, il y a eu un moratoire sur les Algériens. On ne pouvait pas expulser entre 1995 et 2002 aucun Algérien vers son pays à cause d'une situation d'extrême tension, de quasi-guerre civile. Dans ce cas de figure, de ce lot-là d'Algériens, il y avait certainement des gens peu fréquentables et peu recommandables. Mais on a jugé, à juste titre, à mon avis, que la situation faisait qu'on ne pouvait pas envoyer ces personnes aussi indélicates soient-elles, aussi criminelles soient-elles. Oui, mais ça prend une solution. N'avez-vous une solution? J'aimerais ça qu'on trouve ensemble, dire, hey, je comprends que si leur pays, leur tête est mise à prix, que l'on puisse, mais il faut pas garder tous les immigrants chez nous. On le sait qu'il y a des cas d'exception, qu'il y a des criminels, qu'il y a des mal intentionnés. Alors, que faire de ces gens-là? Moi, je crois qu'il y a une partie qui est entre les mains de la communauté musulmane qui est d'essayer de faire tout son possible pour parler aux médias, pour expliquer un peu leur position et ne pas être représentés par ce genre de personnages
qui fait que du coup les idées qui sont exprimées par M. Jaziri, on va peut-être découvrir qu'elles représentent une infime minorité des gens. Et d'un autre côté, et je le dis dans le texte, que la manie de vouloir trouver du côté de certains de mes confrères, d'essayer de trouver la belle citation, parce qu'on sait que Jaziri va nous donner la belle citation, on va pouvoir vendre de la copie. Peut-être qu'on n'est pas obligé de demander tout le temps l'avis de Saïd Jaziri sur tout ce qui se passe au Québec, à peu près. Donc peut-être que de cette façon, on pourra neutraliser ce genre d'idées dangereuses, qu'on n'ait plus le réflexe, appelle Jaziri, va te donner de belles citations. Non, mais il aimait ça, lui aussi. Là, lui, il adorait ça, il était disponible. C'est pas les médias qui l'ont amené à Hérouville, il est allé de lui-même, là. Bon, oui, mais par ailleurs, on a créé tout un personnage parce que ça arrangeait bien d'avoir ce genre de personnes polémistes avec des citations à l'emporte-pièce, mais il faut aussi s'interroger comme journaliste sur la représentativité de la personne. Le réflexe facile, c'est de l'appeler parce que tout le monde a son cellulaire puis qu'il répond tout de suite, mais il faut voir aussi que quand on fait juste citer Jaziri puis qu'implicitement il devient quasiment un porte-parole, on a un problème là. On me dit que souvent, dans des cas comme ça, les personnes retournées dans leur pays tentent beaucoup de revenir au Canada. Est-ce que vous allez suivre particulièrement Saïd Jaziri? Particulièrement, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, ça dépend des affectations, mais c'est sûr que c'est un dossier qui intéresse. On a eu le cas ici en 2000-2001 de Haroun Barek, qui était étudiant à l'Université Laval, qui a été expulsé. Les gens avaient crié, ils avaient dit non, il faut pas l'expulser, il va être torturé. Il a été effectivement torturé, il a passé 4 ou 5 mois en prison là-bas et il a fini par revenir ici. Donc il y a certains cas... Et on l'a repris. Oui, il est revenu, monsieur Mbarek est revenu, je pense, en septembre 2001, et il a fini par revenir. Tout à fait, oui. Il y a eu un comité de soutien à l'époque, il était étudiant... Mais comment on a fait pour l'accepter? On l'avait renvoyé chez lui, mais là on a oublié, Non, mais juridiquement, après un renvoi, sous toute réserve, hein, je connais pas tous les détails de la loi sur l'immigration, mais ça ne veut pas dire que la porte est fermée à jamais. Il y a la possibilité de refaire une demande, de refaire le processus, et là, dépendamment des situations, donc on sait, mais ça, je ne crois pas que ça veut dire qu'il y a un tampon rouge sur le passeport et que la personne est bannie à jamais. C'est ça, on me dit que dans la majorité des cas, les gens reviennent. Entre autres, dans le cas de Jaziri, sa femme va donner naissance à un enfant, donc ses enfants seront d'origine canadienne. Ça va peut-être aider le dossier. Père d'un enfant canadien, puis mari d'une Canadienne, souvent, ça peut aider si on a été expulsé puis qu'on veut revenir. Ça, c'est un fait. Merci, M. Moëlla. Merci beaucoup. Taeb Moëlla, journaliste au Média Matin Québec. Finalement, il est là cauté, mais il écrit dans le Média Matin Québec. Lui, il était contre l'expulsion de M. Jaziri. Ben, il fallait simplement se demander qu'est-ce qu'on va faire avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces immigrants-là qui sont en grande quantité? Ça, c'est correct, mais quand on a des problèmes, et ça, ils sont pas beaucoup, avec des immigrants avec qui il y a des dossiers criminels, avec qui, bon, l'entrée au Canada s'est fait illégalement ou whatever les raisons, mais de les prendre puis de leur dire, ben nous, on ne vous accepte pas comme Canadiens. Alors, et à chaque fois, ces gens-là plaident qu'ils vont être torturés dans le pays. À chaque fois. Et pourtant, ils reviennent. Je peux pas croire qu'il va avoir des droits de revenir au Canada. Je peux pas croire qu'en arrivant au Canada, s'il décide de venir voir sa femme avec son passeport, qu'ils vont le laisser rentrer dedans. Il va revenir. Tu peux pas. Je te dis, ils reviennent. J'allais dire, Jérôme, ils reviennent tous. C'est à peu près comme ça. Mais as-tu remarqué que les protestations, quand on les ship dans leur pays, sont grandes, mais quand ils reviennent, c'est en catimini? Qu'il n'y a pas de party d'accueil où les médias sont conviés et invités à venir assister au retour de l'enfant prodigue. Comme quand les Nordiques revenaient d'une victoire en série, mettons. J'ai fait ça, moi, jeune, à l'aéroport de Québec, debout sur une poubelle, puis aller voir l'arrivée, le retour des Nordiques qui avaient éliminé les mauvais Canadiens de Montréal à l'époque. Aujourd'hui, le Canadien est rendu une très bonne équipe. Une puissance. Hein? Une puissance. Oui, mais je veux que tu me parles de l'émission Découverte d'hier soir. Ben oui, Ils ont, entre autres, pourquoi le Canadien de Montréal est-il une puissance? Ben, entre autres, le reportage était intéressant. Il nous racontait dans le reportage de Découverte que le Canadien fait maintenant affaire avec des grands spécialistes, des grands scientifiques pour le conditionnement physique, le cardio, ces choses-là. Mais on a appris quelque chose d'intéressant, c'est qu'au camp d'entraînement, cet automne, les joueurs du Canadien ont fait du yoga. Ils ont fait du yoga.
pour se pratiquer, pour que ça aille mieux dans leur tête, que ça aille mieux dans leur tantrisme. corps. Du yoga. Hey, tu penses-tu que Mike McPhee faisait du yoga tous les temps? Je trouve ça bon! Puis que Brian Scrudlin, puis que Patrick Roy, quand il était avec les Canadiens, faisait du yoga, toi, au camp d'entraînement? Penses-tu que Guy Lafleur faisait du yoga au camp d'entraînement, toi? Penses-tu que Maurice Richard faisait du yoga au camp d'entraînement? Ils ont jamais eu besoin de ça, là. Mais Jérôme, jamais. toi, c'est parce que tu es un peu fermé sur les nouvelles technologies, les nouvelles visions, mais le yoga, c'est extraordinaire. Et tu sais quoi? Semble-t-il qu'avant chaque match, dans le vestiaire, avec ton voisin de droite, il y a une séance de massage. Ah oui, comme